Bonjour et bienvenue sur Blogy. Aujourd'hui on va parler d'un netbook un petit peu étrange. C'est un Point of View Ion Mobi. Pourquoi étrange? Parce qu'il va à l'encontre des préconisations d'Intel. Il embarque un Atom 230, un Atom qui est prévu normalement pour les nettops et non pas pour les netbooks. Et il embarque aussi donc un chipset Nvidia Ion. Et c'est un design qu'on a vu assez souvent sur pas mal de machines distribuées plutôt en Asie. Un design pas forcément très soigné, avec une finition qui est pas forcément des plus classes, mais c'est le seul netbook pour le moment sur le marché à proposer à la fois du Ion, un chipset Ion, des capacités de traitement vidéo proposées par le chipset, de la 3D et un écran 10 pouces. Donc on va le déballer pour commencer. On a tout d'abord donc un netbook et des accessoires. Donc on a d'abord un manuel qui est multilingue, un CD de pilote. On a également une prise tripolaire, un chargeur. Donc voilà, c'est pas le chargeur le plus petit du marché, hein. Chargeur tripolaire, voilà, bon, tout à fait standard. Et une batterie, qui doit être une 6 cellules ici, une 4400 mAh, donc 6 cellules, donc qui va dépasser légèrement, je suppose, de la machine. Donc voilà notre netbook et son contenu. Alors, d'un point de vue connectique, le Point of View Mobi, c'est pas forcément le plus beau netbook du marché. On est assez loin de la qualité d'autres machines. Si la coque est assez belle, hein, c'est pas trop. Je pensais que le plastique allait être plus cheap, donc là les plastiques sont assez bons. Par contre, niveau connectique, c'est pas forcément l'idéal. On a des choses qui sont assez spéciales. D'abord, on a cette espèce d'intégration là qui est difficilement compréhensible. On a la place d'avoir un bouton qui va se manipuler en fait en faisant glisser un interrupteur, donc et en fait on a un bouton tout à fait standard qui en plus réagit quand on appuie dessus. Vous voyez la petite LED qui s'allume ici, et réagit alors qu'en fin de compte la machine ne peut pas s'allumer. L'écran, le clavier est fermé, l'écran est rabaissé, donc la machine ne peut pas démarrer. Par contre, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on appuie, il y a une prise en charge qui est faite quelque part puisque cette petite LED de démarrage s'allume. Ça veut dire qu'au fond d'un sac, vous allez avoir cette machine qui va être positionnée comme ceci. À chaque fois qu'il va y avoir une pression, la machine va tenter de démarrer. C'est un petit peu étonnant. On peut voir donc ces petites LED qui sont placées de façon intelligente. Elles sont placées de façon à ce qu'on puisse les voir sur le côté et en même temps par-dessus la machine. On va le voir plus tard. On a un évent d'aération, tout bête, ici, et un port Kensington, donc un port anti-vol. Ça veut dire que côté gauche, donc on n'a aucun port USB, aucune sortie HDMI, aucune sortie VGA, on n'a rien du tout, c'est uniquement de l'extraction d'air et de la manipulation. En façade, on a les ports audio habituels, entrée micro, sortie casque, donc pour un casque micro, c'est pas trop mal en façade, généralement c'est assez pratique, et on a un lecteur de carte SDHC. Alors le lecteur de carte SDHC, c'est la version la plus basique qui soit, c'est-à-dire qu'on glisse sa carte, elle reste comme ceci, complètement accessible. Elle dépasse beaucoup et surtout il n'y a aucun mécanisme qui retient la carte, c'est vraiment juste enfiché dedans. Donc ça veut dire que vous chargez des données sur la carte ou vous les récupérez sur la machine, une simple petit effleurement de la carte va enlever la carte du logement. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus cheap, c'est encore une fois des économies qui sont pas forcément génialissimes. Donc là, on se retrouve avec un engin qui est un petit peu dangereux par rapport aux données qui sont stockées sur la carte. Je préfère largement les systèmes avec une pression, un ressort qui retire la carte. Il faut réappuyer dessus et on peut ensuite retirer la carte. Au moins, ça protège les données qui sont sur la carte pendant un éventuel transfert. Côté droit, alors là, on a deux ports USB, donc deux ports USB uniquement sur cette machine-là, on n'en a pas plus. Et ils sont vraiment placés très très bas. Non seulement ils sont placés très bas, mais en plus ils sont montés à l'envers. Ça veut dire que sur une clé USB habituelle, vous avez deux petits trous un peu plus creusés et deux trous fermés. Ces deux petits trous un peu plus creusés servent de repère. C'est ce qu'on met généralement vers le haut quand on veut brancher une clé sur un netbook. C'est pour ça que les marques écrivent sur les clés de ce côté-là. Donc ça veut dire qu'une clé comme ceci, on devrait pouvoir la monter comme cela. En fait, c'est monté à l'envers, donc ça veut dire que si vous avez un dongle, par exemple tuner télé, avec une antenne qui se déplie pas, qui se déploie pas à 180 degrés, vous n'allez pas pouvoir la monter sur cette machine. Elle va être droite ou au pire, elle va s'enfoncer comme ceci sur un bord de table, mais vous ne pourrez pas la monter complètement. En plus, vraiment, c'est très très
c'est vraiment placé assez bas, donc ça veut dire que sur un portable 10 pouces, un netbook 10 pouces, c'est vraiment trop bas pour une exploitation vraiment confortable. On va tout le temps se retrouver appuyé sur la clé. Donc ça peut poser des problèmes d'usure à très court et moyen terme. Donc ça c'est des petites erreurs qu'on voit de moins en moins sur les netbooks aujourd'hui et qu'on voit encore sur ce type de machine là. Ensuite on a un port RJ45 pour un réseau intégré à la machine et un port dans un emplacement VGA, on a un petit cache et en dessous donc un port HDMI tout à fait standard qui va permettre de sortir du contenu, et c'est le gros avantage de ce type de machine là, vu qu'il y a un chipset Ion, on va pouvoir sortir du contenu sur un grand écran. Port d'alimentation, voilà, à l'intérieur on découvre un écran 10 pouces, bonne nouvelle, donc on a un écran mat en 10 pouces, une diagonale qu'on connaît bien, on a une petite webcam ici, je vois pas de micro sur la machine, donc ça veut dire que on va pouvoir se filmer, mais il faudra un casque micro pour pouvoir s'enregistrer. On a un clavier, assez étroit, des touches assez petites. C'est assez difficile d'en dire vraiment du bien par rapport au marché aujourd'hui, même si on a des choses qui sont assez correctes. On a une touche tabulation qui est exploitable, une touche entrée qui est assez large, assez épaisse. Par contre, touche contrôle fonction inversée et vraiment des touches très très petites. Alors le clavier est pas mauvais en soi, on a une bonne réponse niveau tactile, c'est assez agréable. Mais par contre, c'est vrai que c'est vraiment une frappe qui ressemble plus à une frappe de clavier de 8,9 pouces. J'exagère parce que les touches les plus exploitées, entrée, etc., majuscules, sont plus larges que sur un clavier à 8,9 pouces. On a une foule de fonctionnalités et puis une bonne intégration des touches fléchées ici. Donc ça c'est assez agréable, à l'usage c'est pas mal. Mais les touches en elles-mêmes, le toucher en elle-même est assez court par rapport aux autres netbooks 10 pouces. On compare cette machine-là à un MSI Wind ou un Samsung NC10 et on a vraiment des machines, ou un 1000HE d'Asus, on a vraiment des machines qui sont très très différentes d'un point de vue frappe et d'un point de vue qualité de ergonomie de cette frappe. De toute façon, le pavé tactile aurait gagné une meilleure intégration. Ici on a des choses qui sont pas mal, c'est bien, ça correspond bien au clavier, on a une bonne largeur, c'est pas mal. Par contre, le fait d'avoir très très peu de ressentis différents entre le pavé en lui-même et le reste du châssis, c'est pas forcément la meilleure idée qui soit. Bon, par contre, le châssis, d'une couleur verte qu'on apprécie ou pas, mais au moins il est mat, donc on a très très peu de salissures à l'usage, 2 boutons bien séparés, donc ça c'est assez agréable, même s'ils auraient profité d'être plus sur le bord du châssis pour pouvoir être manipulés plus simplement, là faut vraiment appuyer avec la pulpe du doigt pour arriver à l'atteindre. Des LED, donc qu'on a vu auparavant et qu'on voit bien, qu'on distingue bien ici sur l'engin, qui sont assez lisibles, assez bien fichus. On va en profiter pour démarrer la machine pour les voir en action. Voilà. Et des défauts de finition qui sont vraiment, je sais pas comment dire. On a cette étiquette ici. Alors c'est pas grave en soi, c'est juste une étiquette. Mais cette étiquette ici qui est collée de travers, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire pour mettre en valeur un netbook. C'est juste une étiquette Point of View sur une machine qui est pas fabriquée par Point of View. C'est le détail qui fait qu'on va identifier la machine à la marque, et avoir une étiquette de travers comme ça, c'est pas forcément l'idéal. Voilà. Niveau charnière, finition, c'est une machine tout à fait convaincante. Moi je m'attendais à pire, franchement, je m'attendais à pire en voyant la machine. D'un point de vue de poids, donc le netbook 10 pouces, seul, donc sans la batterie, pèse à lui tout seul donc 1,63 kg. Ce qui est beaucoup, notamment par rapport à d'autres machines 11,6 pouces qu'on a vu dernièrement. Si on lui rajoute sa batterie 4 cellules, on arrive tout de même à 1,394 kg, ce qui est là vraiment beaucoup. On a vraiment vu beaucoup moins lourd ces derniers temps sur beaucoup de modèles. Si on rajoute donc le chargeur, on est à 1,6 kg. Et en plus du chargeur, la prise tripolaire nécessaire à cause de ce format particulier, on est à 1,755 kg, ce qui là est vraiment beaucoup. Pour ce type de machine, on a moins lourd en 11,6 pouces aujourd'hui. Donc c'est un petit peu dommage d'en arriver à un poids pareil.